Bienvenue sur notre chaîne où nous analysons qui fait quoi, ainsi que ce qui est juste ou injuste dans les actions de la police. Cet épisode se concentre sur l'usage de la force, l'entrave au travail de la police et l'abus de pouvoir. Il nous est présenté par la chaîne Cameras Everywhere. Le 26 juillet 2021, l'agent David Lance Dukes du comté d'Orange a immédiatement dégainé son arme et ordonné à Clarence Gale Yard, un homme handicapé de 58 ans, ainsi qu'à son cousin Mario Julian, qui se trouvait sur un parking devant une maison de ville, de se coucher au sol. « Hé, laissez-moi voir vos mains! À terre! À terre! À terre! Ici! À terre! Toi! À terre! Par ici! À terre! À terre! Mets-toi à terre! Tu n'écoutes pas? À terre, monsieur Gallard !» Monsieur Gallard tente d'obéir aux ordres de l'agent Dukes en se mettant à quatre pattes, mais l'agent Dukes utilise alors violemment son pied pour le forcer à se plaquer complètement au sol, provoquant un choc brutal de sa tête contre le béton. Dans l'affaire Graham contre Connor de 1989, la Cour suprême a expliqué que l'usage de la force par un agent de police soit raisonnable au regard des circonstances et a identifié 3 facteurs que les tribunaux doivent prendre en compte pour déterminer si l'usage de la force était justifié. Ces facteurs incluent la gravité de l'infraction reprochée, le fait que le suspect représente ou non une menace immédiate pour la sécurité des agents ou d'autrui, et le fait qu'il résiste activement à son arrestation ou tente de prendre la fuite. Plus récemment, dans l'affaire Armstrong contre Village of Pinehurst en 2016, la Cour d'appel du 4e circuit, qui inclut la Caroline du Sud, a jugé que le non-respect d'ordres légaux peut justifier un certain usage de force, mais le niveau de force justifié varie selon les risques posés par la résistance. Même une résistance purement passive peut justifier un certain usage de force, mais le degré de force applicable dépend des circonstances factuelles sous-jacentes à cette résistance. Dans cette situation, la gravité de l'infraction était, au mieux, très limitée. Bien que l'agent Dukes ait affirmé avoir cru que M. Gallard était armé au début de l'interaction, au moment où la force a été utilisée, il était clair que M. Gallard ne représentait aucune menace immédiate, puisqu'il avait levé ses 2 mains vides au-dessus de sa tête avant de se mettre à genoux. Enfin, M. Gallard ne résistait en aucune manière à son arrestation. Au contraire, il tentait d'obéir aux ordres de l'agent Dukes lorsque la force a été employée. Dans ces circonstances, il est très probable qu'un tribunal conclurait que l'usage de la force par l'agent Dukes à l'encontre de M. Gallard n'était ni justifié ni raisonnable. Y a-t-il une arme là-bas? Aucune arme près de ce camion. Tu n'écoutes pas! Mec, t'as une arme sur toi? Non, je n'ai pas d'arme. Retourne-toi. Tu regardes comme s'il avait quelque chose. Non, il était juste là. Regarde-le avancer. Voilà, d'accord. C'est ce qu'il avait, d'accord. Qui est le plaignant? Allez, relève-le. Mets ta jambe comme ça. Debout. Attends. Prêt? 1, 2, 3. Oui, ils m'ont écrasé la tête contre le béton. Retourne à l'intérieur. Rentre dans la maison. Personne ne te parle. J'ai un traumatisme crânien. Rentrez dans la maison. Vous m'avez éclaté la tête. J'ai déjà eu un accident. Oui, vous m'avez jeté au sol. Je l'ai fait parce que tu n'écoutais pas. Je suis handicapé. J'ai un problème à la tête. Vous m'avez jeté au sol. Oui, vous m'avez écrasé la tête contre le béton. Quand je suis arrivé, il était devant la voiture. Il marchait comme ça et j'ai d'abord cru que c'était une arme. J'ai dit « lâche l'arme, lâche l'arme !» Je le tenais en joue. Il faisait des gestes comme ça. Ce qu'il faisait, c'était poser ça derrière la roue. Ensuite, il arrive ici avec les mains dans les poches. Je lui dis « montre-moi tes mains, montre-moi tes mains !» Il n'écoutait pas, il faisait comme ça, et on s'est retrouvé au sol. L'agent Dukes affirme que lorsque M. Gallard marchait depuis l'arrière du véhicule blanc, il pensait qu'il était armé et lui a ordonné à plusieurs reprises de lâcher l'arme. Il affirme également que lorsque M. Gallard est passé devant le véhicule, il avait les mains dans les poches et a ignoré les demandes répétées de montrer ses mains. Cependant, les images de la caméra corporelle montrent que M. Gallard avait en réalité les mains levées au-dessus de la tête et que, tandis que l'agent Dukes lui criait à plusieurs reprises de se mettre au sol, il ne lui a jamais demandé de lâcher une arme, ni de montrer ses mains, probablement parce que celles-ci étaient visibles durant toute l'interaction. Un rapport d'incident rédigé par la caporale Brandy Smith, également présente sur les lieux, indique que M. Gallard semblait avoir les mains dans les poches lorsqu'il marchait depuis le côté passager du véhicule, mais qu'une fois arrivé à l'avant, il les a sortis de ses poches. Le rapport précise également que l'agent Dukes donnait des ordres forts pour que M. Gallard se mette au sol,
sans mentionner la présence d'une arme, ni d'ordre de lâcher une arme ou de montrer ses mains. Il est également important de noter que, lors de son compte-rendu, l'agent Dukes n'a pas expliqué la méthode utilisée pour plaquer M. Gallard au sol. Le rapport de la caporal Smith indique que lorsque M. Gallard ne s'est pas complètement allongé, l'agent Dukes l'a poussé au sol en posant son pied droit au milieu de son dos. En revanche, le rapport rédigé par la sergente Akel Pador affirme que l'agent Dukes a sauté et piétiné M. Gallard à l'arrière du cou avec son pied. Bien qu'il ne soit pas possible de déterminer avec certitude, à partir des images de la caméra corporelle, si le pied de l'agent Dukes a touché le cou ou le haut du dos, il est certain que la version des faits présentée par l'agent Dukes à sa hiérarchie ne correspond ni aux images vidéo, ni au rapport rédigé par ses collègues. Le béton, ta tête a heurté le béton, c'est ça? Oui, vous m'avez écrasé la tête ici. Où est le plaignant? On essaie d'obtenir le nom du plaignant. Qu'est-ce qu'on fait? On va le faire examiner. Qui a appelé? Je ne sais pas. On le sort de ses menottes maintenant. Oui, sans aucun doute. Je ne savais pas qu'il avait besoin de... Mon front. Je vais prendre ça comme pièce à conviction. Qu'est-ce qu'il avait? Eh bien... Vous savez, c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de là que je viens. Pas d'armes, rien du tout. Parce que quand il était derrière le camion, je ne pouvais pas voir ce qu'il faisait et je ne savais pas ce que c'était. Il n'y avait rien. C'était encore dans ses poches quand il est passé autour de la voiture avec les mains dans ses poches. Musique. Caméra, fais en sorte qu'il sorte. Oui, fais-le sortir. La cheville. Oui, il est sorti. Oh, Seigneur. Mec. Eh, bonjour, comment allez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont plaqué violemment au sol. D'accord, ce n'était pas correct. Avez-vous perdu connaissance? Oui. Est-ce que je peux avoir votre carte? Je n'en ai pas, mec. On n'a pas... Ils ne nous donnent pas de carte. D'accord. Quel est votre numéro de badge? 1059. Laisse-moi voir si je peux prendre mon téléphone. Attends. On a des cartes. D'accord. Allez à l'hôpital. Lorsque M. Julian demande une carte professionnelle à l'agent Dukes, celui-ci affirme que leur service ne délivre pas de carte. Cependant, la sergente Pador corrige immédiatement l'agent Dukes, précise que des cartes existent bel et bien et fournit à M. Julian les informations qu'il demandait. S'il était établi que l'agent Dukes a intentionnellement menti à M. Julian afin d'éviter d'avoir à rendre des comptes pour ses actes, il pourrait être reconnu coupable de 2 infractions de common law prévues par le droit de la Caroline du Sud, l'entrave à la justice et l'abus de pouvoir. Dans l'affaire State contre Liz Moy de 1997, la Cour d'appel de Caroline du Sud a confirmé les condamnations pour ces 2 infractions à l'encontre d'une agente du département de police de Camden pour sa conduite lors d'une enquête criminelle. La Cour a expliqué que, selon la common law, l'entrave à la justice consiste à accomplir tout acte qui empêche, entrave, gêne ou compromet l'administration de la justice, et que l'abus de pouvoir survient lorsque des personnes exerçant une fonction publique ne s'acquittent pas correctement et fidèlement d'un devoir imposé par la loi. Dans cette affaire, la Cour a conclu que l'agente avait entravé la justice et commis un abus de pouvoir en omettant d'interroger des témoins après que sa fille eût été identifiée comme suspecte, en obtenant un faux mandat d'arrêt contre un autre suspect et en dissimulant des preuves. Bien que le mensonge de l'agent Dukes concernant l'existence de cartes d'identification ne soit pas d'une gravité équivalente, compte tenu de la définition large de ces infractions, il reste possible qu'il puisse être condamné s'il était poursuivi. Il est toutefois important de noter que, si certains États exigent légalement que les agents fournissent une pièce d'identité aux citoyens sur demande, la loi de Caroline du Sud n'impose pas cette obligation. En outre, de nombreux services de police disposent de politiques internes obligeant les agents à s'identifier. Après que M. Gallard ait été pris en charge par les services médicaux d'urgence, lui et M. Julian ont été autorisés à quitter les lieux. 2 jours après l'incident, l'agent Dukes a été licencié du département de la sécurité publique d'Orangeburg pour violation des règles relatives à l'usage de la force, lesquelles, comme indiqué précédemment, ne sont pas accessibles au public.
Le 25 août 2021, l'ancien agent Dux a été inculpé pour coups et blessures volontaires de premier degré, une infraction passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. À la date de cet épisode, M. Gallard est représenté par un avocat, mais n'a encore engagé aucune action en justice contre l'agent Dux ni contre le département. Dans l'ensemble, l'ancien agent d'Orangeburg, Dux, reçoit la note F pour avoir agressé physiquement M. Gallard sans aucune raison apparente, avoir menti de manière flagrante sur la nature de l'intervention dans son rapport de police, et avoir déployé des efforts délibérés pour éviter toute responsabilité pour ces agissements absurdes. À aucun moment durant cette interaction, l'agent Dux n'a été en danger. Il est clair que ces actes violents étaient motivés par son ego et non par la sécurité des agents ou des civils. Il n'existait absolument aucune justification légitime pour écraser le visage de M. Gallard alors qu'il était manifestement en train de se rendre. C'est précisément ce type de comportement qui a déclenché une indignation nationale à l'égard de certains membres des forces de l'ordre. Les tentatives maladroites de l'agent Dux pour expliquer ses actes et manipuler les faits de l'intervention ne font qu'accentuer le caractère profondément pernicieux de son comportement. Sa conduite était tout simplement inacceptable. Je félicite le département de la sécurité publique d'Orangeburg pour avoir immédiatement licencié M. Dux et engagé des poursuites pénales contre lui. Et s'il existait une note inférieure à F, il la mériterait sans aucun doute. La sergente Pador obtient un A+, pour être restée honnête et objective tout au long de l'intervention, pour avoir veillé à ce que M. Julien reçoive les informations nécessaires afin d'assurer le suivi de l'incident et pour avoir conservé une attitude calme, posée et professionnelle. Bien qu'il soit impossible de l'établir avec certitude, je soupçonne fortement que la sergente Pador a joué un rôle clé dans la décision du département d'Orangeburg de licencier et de poursuivre l'agent Dux et que le témoignage qu'elle a fourni dans son rapport d'incident a été déterminant pour garantir qu'il rende des comptes. Les agents témoins d'actes répréhensibles se retrouvent souvent face à un dilemme: dénoncer ces actes au risque de nuire à leur carrière. Il est malheureusement courant de voir des membres des forces de l'ordre justifier le comportement de leurs collègues par tous les moyens possibles afin d'éviter les conséquences liées au fait de s'exprimer contre eux. Cette réalité s'est manifestée de manière flagrante lors de cette intervention, lorsque le sergent Meyer a tapé dans la main de l'agent Dux pour un usage approprié de la force sans connaître les faits réels, se basant uniquement sur la version fournie par l'agent Dux. Je salue la sergente Pador pour son courage et sa détermination à tenir l'agent Dux responsable de ses actes, et j'espère sincèrement que son exemple incitera d'autres agents, témoins de fautes professionnelles, à se manifester et à agir de la même manière au sein de leur service. Quant à M. Gallard et M. Julien, je ne peux raisonnablement pas leur attribuer de notes, leurs actions ayant été entièrement dictées par la conduite des agents présents sur les lieux. Rien dans leur comportement n'a été incivil et ils ont obéi aux ordres du mieux qu'ils pouvaient. Sans connaître le contexte précis de l'intervention, on peut légitimement soutenir que M. Gallard et M. Julien ont tous deux été victimes de fautes policières, l'un par la violence physique, l'autre par une tentative d'évitement des responsabilités. Il convient de souligner que M. Julien a fait un effort légitime pour obtenir les informations professionnelles de l'agent Dux, vraisemblablement dans le but de déposer une plainte. Je le félicite d'avoir compris que les actes de l'agent Dux étaient illégaux et d'avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour le tenir responsable. Faites-nous savoir dans les commentaires s'il existe une interaction ou un sujet juridique que vous aimeriez que nous abordions. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas de consulter ma deuxième chaîne pour encore plus de contenu consacré aux interactions avec la police.